La semaine dernière, l'Amérique a bombardé la République islamique plus de 300 fois. Donald Trump dit que le cessez-le-feu est mort. Il traite le régime de racaille. Alors pourquoi les négociations continuent-elles? Donald Trump va-t-il achever le travail ou offrir une nouvelle bouée de sauvetage à la République islamique? Nous allons l'analyser sur The Quad. Bon retour sur The Quad de JNS TV. Je suis ici avec Bella Miruti et nous avons Daniel Reins-Balding de retour en studio. Tu nous as beaucoup manqué. Fleur est toujours à l'étranger, mais elle sera bientôt de retour avec nous. Et cette semaine, nous parlons de la République islamique d'Iran et de ce qui se passe sur le terrain. Voyez ce que le président Trump a dit récemment. Nous les avons bombardés comme jamais hier soir. Ce sont des gens vraiment, vraiment mauvais et malades. Nous avons eu des réunions toute la journée d'hier. Ils ont accepté un accord parfait pour nous. Pas de nucléaire, rien du tout. Ils ont tout abandonné. Et puis après ça, ils ont quitté la salle. Et puis, dans l'heure qui a suivi, ils ont lancé un drone contre un navire. J'ai dit, vous êtes malades. Vous êtes des gens malades. Concernant l'Iran, le cessez-le-feu est-il terminé? Le cessez-le-feu est-il fini? Le protocole d'accord est-il mort? C'est une question intéressante. Pour moi, je pense que c'est terminé. Je ne veux plus traiter avec eux. Ce sont des ordures. Tu sais ce que c'est, des ordures? Ce sont des ordures. Ce sont des gens malades. Ils sont dirigés par des gens malades. Et ce sont des gens vicieux, violents. S'ils avaient une arme nucléaire, ils l'utiliseraient. En ce qui me concerne, c'est fini. Je vais parler à nos négociateurs. C'est juste une perte de temps de traiter avec eux. Ce sont des menteurs. Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Ils sont cinglés. Comme vous pouvez le voir, Trump n'aime vraiment pas ce qui se passe. Je ne veux pas dire « je vous l'avais dit », mais en fait, si, parce qu'on vous l'avait dit. Qu'en penses-tu, Ruti? Eh bien, je pense que le président Trump, vous savez, on avait le tournis parce qu'il disait une chose un jour, puis le lendemain une autre, et encore une autre le jour d'après. Mais en ce moment, depuis quelques jours, il est assez cohérent dans ce qu'il dit. Et aussi, cependant, il dit que les négociateurs, Steve Witkoff et Jared Kushner, vous savez, ils pensent qu'il y a encore une chance. S'ils veulent essayer, qu'ils essaient, mais je n'y crois pas. Même si la République islamique conclut un accord, ils ne le respecteront pas. Trump le sait, il le sait. Mais voilà le problème. Quand on sait quelque chose avec certitude, alors il faut agir. Maintenant, il fait quelque chose à ce sujet. Il a bombardé des structures, bombardé des lanceurs, mais ce n'est pas une guerre totale. Il ne veut pas, c'est évident. Il l'a dit lui-même. Il préférerait la diplomatie. Ça ne va pas marcher. Et beaucoup de gens suggèrent qu'il doit juste tenir jusqu'aux élections de mi-mandat en novembre, et ensuite on verra. Personnellement, je pense que si je le conseillais, je lui dirais « Écoute, c'est mieux pour les élections de mi-mandat si tu remportes une victoire. » Les Américains aiment la victoire. Même ceux-là, écoute, je connais des républicains pro-Israël qui m'ont dit « Nous étions contre la guerre, mais si nous sommes déjà en guerre, alors gagnons-la. » C'est vrai. Et je pense que c'est une erreur de supposer que, tu sais, le plus petit dénominateur commun du mouvement anti-guerre va l'aider lors des élections de mi-mandat. Oui, je suis d'accord, c'est l'une de mes critiques. Pour moi, c'est une erreur. Je comprends l'importance des élections de mi-mandat pour lui, mais au final, cela profite seulement au régime. Il y a aussi cette autre information tombée cette semaine au sujet du complot d'assassinat. Oui. Vous savez, nous avons appris dans le Wall Street Journal, le 9 de ce mois, je crois que c'était juste après le sommet de l'OTAN en Turquie, qu'il y avait un complot concret pour assassiner le président des États-Unis. Cela a finalement changé un peu ses plans, sa localisation ou sa façon de quitter la Turquie. Nous n'avons pas vraiment plus de détails à ce sujet, mais nous avons vu sa réaction, parlant du fait qu'il y a 1000 missiles pointés sur la République islamique, des mots très forts venant de Trump. Nous avons la vidéo, regardons-la. Parce qu'après cela, les autorités religieuses et les juristes islamiques ont limité et restreint cette créature impure. Il faut un mécanisme pour que ce mécanisme entre en action, ou du moins pour que cette interdiction soit appliquée. Il faut un mécanisme pour que ce mécanisme soit activé et que ce décret religieux soit effectivement mis en œuvre. Et ce n'est pas le cas ici. Cela concerne une action que les gens ont négligée. Où sont-ils jusqu'à ce que le destin des générations soit déterminé? Je ne comprends pas cette pique contre l'URSS. Ils aiment les communistes,
Mais bref, ils veulent assassiner le président des États-Unis et ont déjà tenté plusieurs fois. Bellamy, votre réaction? Je veux dire, qui n'aime pas un rat travesti? Je ne vais sûrement pas écouter ou suivre des conseils venant de ça. Je trouve ça fou de vivre à une époque comme celle-ci, où c'est littéralement ce que les enfants écoutent. Et c'est là-dessus qu'ils grandissent. Et que la jeune génération, c'est ça qu'elle représente. C'est vraiment ce qu'elle veut. Et ils ne comprennent pas non plus, comme les enfants américains, quand je dois leur dire « Est-ce que vous comprenez que la sécurité du chef du monde libre, du commandant en chef, c'est aussi votre sécurité? » Il n'y a aucune compréhension des différents niveaux de fonctionnement de tout cela. Le fait que vous pensiez qu'un complot visant à tuer votre président actuel, que vous l'aimiez ou non, ne vous met pas en danger, vous comme chaque citoyen américain partout dans le monde, ça me dépasse. Oui, on observe une approbation tacite de la violence politique récemment. Et vous savez, je dirais que beaucoup de cela vient de personnes comme Hassan Piker et de l'extrême gauche qui ont en quelque sorte normalisé cette rhétorique. On observe aussi une réaction de l'autre côté et la situation devient très, très dangereuse. Mais vous savez, la République islamique a toujours été très, très déterminée à cibler et à assassiner des dirigeants occidentaux. Cette partie-là n'est en fait pas nouvelle. Mais vous savez, nous l'avons vu lors des funérailles. Tu as vu, Daniel, c'était fou. Partout, il y avait « Nous tuerons Trump » sur chaque bâtiment. C'est obsessionnel. Il pourrait devenir chroniqueur dans The View. Peut-être. À mon avis, je pense que les États-Unis et Israël sont parfaitement synchronisés. Je pense que cette administration, dès le début, vous savez, je pense que c'est l'administration la plus sioniste que nous ayons eue. Je pense qu'il se passe des choses en coulisses dont nous ne sommes pas au courant et qui ont un peu ralenti les choses. Mais le monde était pratiquement en feu. Il y avait beaucoup à faire. Il devait sécuriser la frontière. Il devait commencer à expulser des millions de personnes entrées illégalement dans le pays. Et puis aussi, on parle du peuple iranien qui est pris en otage par la République islamique, mais l'Europe est dans la même situation qu'eux. Comme l'infrastructure qui a été mise en place, le nombre de cellules dormantes qui doivent exister en Europe, c'est quelque chose que je n'arrive même pas à comprendre. Il y a eu une cellule de Daesh qui a été démantelée dans mon ancien quartier en Europe, à Berlin. Et donc, j'étais justement en Europe ces derniers mois. Le Qatar et Al Jazeera ne sont même pas le problème. C'est maintenant dans les médias nationaux. Les jeunes qui parlent sur ces flottilles, ils reviennent en Belgique et ils sont interviewés pendant 1 heure dans les médias nationaux en mentant sans arrêt sur Israël. Donc la subversion de l'Occident et la radicalisation de l'Occident, c'est tout simplement choquant. Oui, on dirait qu'ils ont repris cette rhétorique extrémiste désormais banale dans leur culture. Et au lieu que la vague d'immigration qui arrive en Occident veuille adopter les valeurs occidentales et s'intégrer à la société, ils ont apporté avec eux tout ce qu'il y avait de pire dans leur société. Ce que nous voyons est troublant. Encore pire que cela, ce sont les parents venant de pays du tiers-monde. Je sais qu'on n'est pas censé dire ça. Originaires de pays à majorité musulmane, ils immigrent légalement ou illégalement vers d'autres pays occidentaux afin que leurs enfants soient éduqués en Occident et aient une vie meilleure. Et les enfants, et il y a de nombreux cas comme celui-ci, les enfants vont dans une bonne école, dans un beau quartier, et sur le chemin du retour, ils s'arrêtent à la mosquée locale et se radicalisent. Ses parents voulaient aller en Grande-Bretagne ou à Amsterdam, vous savez. Ils voulaient aller quelque part où leurs enfants ne grandiraient pas dans la pauvreté, ni avec, vous savez, une idéologie islamiste. Et voilà qu'en Occident, ils se radicalisent. C'est vraiment troublant ce que nous voyons, je veux dire, et nous voyons sans cesse la même histoire se répéter encore et encore. Et on pourrait penser que l'extrémisme se produit, vous savez, dans des endroits comme l'Iran parce qu'ils sont endoctrinés par la même idéologie. Mais on voit un rejet de la part du peuple iranien. Ils sont totalement contre cela. Vous voyez ces drapeaux israéliens et américains, ils vont marcher autour. Alors qu'en Occident, il y a toute une nouvelle génération de personnes qui cautionnent la violence politique et qui semblent penser que c'est la voie à suivre lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Et ça, c'est vraiment une mentalité islamiste. Vous savez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors il est acceptable de vous tuer. Je suis extrêmement inquiète. Quand on parle de ce qu'est le vrai privilège d'être un occidental, et je l'ai compris en déménageant aux États-Unis, je n'avais pas réalisé à quel point, même dans leur pire situation, les gens sont privilégiés.
Parce que fantasmer et désirer ce type de vie, cette façon de penser extrême et soutenir la violence politique, etc. Siggy Flicker l'a dit mieux que personne. Je suis sur le point d'insulter la population de chèvres. Si tu veux vivre dans ce genre de société primitive, ancienne, alors tu désires quelque chose qui a fondamentalement mal tourné dans ta vie. Ce n'est pas seulement le système éducatif. Ce ne sont pas seulement les communautés. Ce ne sont pas seulement, tu sais, les dirigeants que nous avons. Quelque chose a vraiment dérapé. Et malheureusement, ça va dans cette direction depuis un certain temps. C'est à un point inquiétant en ce moment, où on ne cesse de le répéter et de le signaler depuis des années en disant « il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et maintenant, il faut presque les déradicaliser parce qu'ils sont radicalisés. Oui, ils sont radicalisés. Eh bien, et c'est l'une des stratégies des islamistes, cibler la gauche parce qu'ils n'ont généralement pas le meilleur sens de la morale, du bien et du mal. Et aussi, ils sont très faciles à manipuler. Beaucoup de l'endoctrinement passe par les arts. Donc, ça passe par là. La poésie. C'est pour ça qu'on voit toujours des images de foulards et d'oliviers. C'est amusant que tu parles de poésie, car l'une des vidéos les plus virales des funérailles de Khamenei montrait un poème disant qu'il est du devoir de chacun d'assassiner le président des États-Unis. Wow! Oui, c'est ce qu'ils font. Ils s'en servent pour promouvoir le radicalisme, là-bas comme en Occident. Je voudrais revenir sur la question de l'assassinat pour discuter de ce que nous pensons qu'il va se passer. Pensez-vous que Trump a dit, selon la citation, « La République islamique d'Iran nous a demandé de poursuivre les discussions ». Nous avons accepté de le faire, mais les États-Unis leur ont dit, sans aucune ambiguïté, que le cessez-le-feu était terminé. En majuscule, terminé. Qu'est-ce que ça veut dire, Ruti? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, la République islamique a aussi dit que c'était terminé. Je veux dire, les négociations, ils disent ça depuis le début. Kalibaf a dit qu'il n'y a rien et qu'ils ont violé le protocole d'accord et toutes ces absurdités. Et surtout, leur dernière excuse, c'est qu'Israël et le Liban ont un accord pour débarrasser le Liban du Hezbollah. Et selon les négociateurs islamistes de la République islamique, cela viole le protocole d'accord parce que le Hezbollah, bien sûr, est le bras armé de l'Iran et cela nous implique. Donc le point ici, c'est que tout cela, c'est du blabla. Et une chose que nous savons, je ne pense pas qu'ils réussiront à assassiner le président. Mais ce qu'ils essaient de faire, c'est de créer une sorte d'équivalence. D'accord. Khamenei a été assassiné par Israël d'ailleurs, même si Trump, je sais qu'il aime souvent s'en attribuer le mérite. Mais l'idée c'est, d'accord, nous, disons les Alliés, avons assassiné leurs dirigeants, et donc ils ont le droit d'assassiner nos dirigeants, sans parler d'autres personnes comme Ben Shapiro, qui n'est pas un dirigeant d'un pays. Donc, et c'est un gros problème parce que les gauchistes idiots croient vraiment à ça. Vous savez, de la même manière qu'ils adhèrent aussi à l'idée que, eh bien, si Israël a des armes nucléaires, pourquoi l'Iran ne pourrait-il pas en avoir? C'est absurde, mais j'aimerais dire que la première fois, c'était lorsque l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir en Iran en 1979. Deux choses se sont produites à cette époque. Jimmy Carter était président et semblait impuissant, comme s'il n'y avait rien à faire. Quand cela s'est produit, on peut dire qu'il y avait des gens, des Américains, qui ont été pris au dépourvu, mais il n'y avait pas non plus d'Internet. On pourrait penser qu'aujourd'hui, avec Internet et la connaissance de ce qui se passe, il y aurait plus de gens qui comprendraient à quel point c'est terrible, plutôt que moins de gens. Maintenant, tu as dit qu'il est intéressant de voir que le peuple iranien n'est pas satisfait de son gouvernement, même s'il est endoctriné, il n'a pas grandi, il n'est pas heureux avec le régime. Peut-être que c'est parce qu'en Amérique, les Iraniens qui ont émigré aux États-Unis au fil des années après que Khomeini ait pris le pouvoir sont restés fermement pro-occidentaux. Oui, et cela c'est différent des gauchistes sur les campus et des immigrants venant des pays arabes. Il y a du soutien de la part des Iraniens en Occident. On les voit sortir manifester contre le régime, pas pour lui. On voit beaucoup d'argent de la République islamique d'Iran et du Qatar injecté dans la gauche, surtout en Amérique.
Nous savons, d'après les rapports des services de renseignement américains, que l'Iran était impliqué, pardon, je devrais dire la République islamique, est impliquée dans le financement de certains de ces campements que nous avons vus, ces activités anti-israéliennes. Et bien sûr, l'argent du Qatar est partout dans cette affaire en Occident. Mais oui, c'est fou. L'Occident est devenu plus pro-islamiste que, vous savez, le peuple iranien. Mais, je veux dire, selon vous, quelle sera la réaction de Donald Trump face à tout cela? Pensez-vous que nous allons assister à une augmentation de l'activité militaire? Ça a déjà un peu commencé. Je vois que la dernière série vient de se terminer. La République islamique attaque désormais d'autres pays arabes du Golfe Persique. Je pense qu'il y aura certainement plus de mouvements en ce qui concerne l'arrivée de l'armée, presque comme s'ils forçaient les autres à agir réellement. Parce que si tu dis quelque chose, fais-le. Ils ont essayé plusieurs fois, mais je dirais que c'est peut-être dans ma tête ou que c'est peut-être une théorie du complot ou même que cela faisait peut-être partie du plan. C'est comme s'ils avaient littéralement essayé de l'assassiner plusieurs fois. C'était là. Le monde l'a vu se produire. Et pourtant, ils ont dit non. C'est un mensonge. Ça fait partie de tout ça. Donc maintenant, le régime vous dit littéralement que votre travail, c'est de vous assurer que vous le tuez. Et ils essaieront quand même de trouver un moyen de manipuler la situation pour dire « Eh bien, vous avez tué leur chef ». Donc, en quelque sorte, ça vous arrange. J'espère que le plan est plus grand que ce que n'importe qui à mon petit niveau là-bas sait, sans aucune information, sans renseignement, rien du tout. Mais j'espère vraiment qu'il prend ça au sérieux, au point que ce ne soit pas seulement une question d'aider le peuple iranien à sortir de chez lui en se sentant plus en sécurité pour descendre dans la rue. Oui. Il ne devrait pas s'arrêter. Ils devraient reprendre le pouvoir et façonner l'Iran qu'ils veulent. Mais je pense aussi qu'ils ne peuvent plus être intimidés par la peur. Et surtout, quand vous allez maintenant menacer vos propres civils qui sont contre vous et les utiliser pour grossir la foule. Parce que vous savez que personne ne viendra vous attaquer. C'est vraiment tordu psychologiquement de dire « on va vous tuer ». Alors prends ton soleil noir et va te tenir dans la foule parce qu'on a besoin de monde. Ils les utilisent tout comme le Hamas utilise ses propres civils comme boucliers humains. Donc, j'espère vraiment qu'il fera quelque chose parce que ce n'est pas seulement une question de sécurité et de sûreté au Moyen-Orient et de garantir cela. Cela concerne aussi beaucoup l'Occident. L'Occident est vraiment dans une sacrée panade en ce moment. Et je ne pourrais pas faire confiance à quelqu'un qui prendrait un poste de direction alors que je ne me sens plus vraiment en sécurité en tant que citoyenne américaine, que ce soit chez moi comme à l'étranger. Eh bien, vous savez, vous soulevez un point. En fait, vous deux avez soulevé quelque chose de vraiment intéressant et c'est la fausse équivalence. Eh bien, le chef suprême a été assassiné et donc tout est permis. Je le remarque aussi dans les commentaires sur les réseaux sociaux en Israël. Nous avons éliminé leur chef suprême. Oui, le chef suprême qui est littéralement à la tête d'une organisation terroriste désignée par les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux autres pays, le CGRI, c'est un terroriste, d'accord? Ce n'est pas seulement un guide spirituel, ce n'est pas seulement un dirigeant politique. C'est un terroriste avec le sang de dizaines de milliers de personnes, en fait de centaines de milliers. Si on regarde la guerre Iran-Irak, il a le sang de centaines de milliers de personnes sur les mains. C'est un dictateur brutal et sauvage qui a mérité tout ce qui lui est arrivé. En réalité, il mérite bien pire. Donc la comparaison est ridicule, peu importe ce que vous pensez de n'importe quel dirigeant occidental. Ce n'est pas la même chose. Nous parlons d'un dirigeant qui n'a aucune légitimité auprès de son peuple. Il a imposé cela par un coup d'État violent. Et vous comparez cela à un dirigeant élu démocratiquement, que vous l'aimiez ou non. C'est absurde. Ça fait passer Robert Mugabe pour quelqu'un de vraiment respectable, tu sais. Oui, et ce n'est pas peu dire. Genre, Vraiment? Le niveau de démoralisation en Occident et la façon dont les médias ont littéralement pourri le cerveau des gens. Et c'est juste choquant. C'est vraiment choquant. Rien que l'idée qu'un de vos concitoyens soit enlevé par une organisation terroriste, une organisation désignée comme terroriste par les États-Unis, et que vous soyez du côté des terroristes qui ont assassiné et enlevé vos propres concitoyens sous prétexte que leur terre a été prise. Comme ce récit insensé, cette propagande islamiste dont nous savons tous qu'elle est ridicule. Le fait que des gens continuent de s'accrocher à cette illusion, c'est tout simplement de la folie. Nous avons vu des gens arracher des affiches d'otages. oui. D'accord.
Je veux dire, c'est une chose de dire, d'accord, tu détestes un premier ministre ou un président. Ce sont des femmes innocentes, des bébés, littéralement des bébés, qu'on arrache. Ce sont des êtres humains. Et tu sais, Bellamy, tu as parlé de privilèges. Laisse-moi te dire, en tant que personne la plus âgée ici à cette table, je peux te dire que ce privilège, c'est tout simplement écœurant. Parce que si tu prends le mouvement des femmes comme exemple, à mon époque, on appelait ça la libération des femmes, pas le féminisme. Ou, tu sais, MeToo. Les plus grandes hypocrites étaient les femmes qui se plaignaient de la condition des femmes, mais pas de celles dans le monde qui en avaient réellement besoin. Ce sont des femmes qui sont allées à Harvard et à Princeton et qui ont obtenu tout ce qu'elles voulaient, n'importe quel emploi qu'elles voulaient. Et elles se plaignent et râlent. Ce privilège, c'est Hollywood, c'est le monde universitaire. Il y a des femmes dans ce monde, notamment dans la République islamique et ailleurs, qui sont vraiment opprimées, maltraitées et véritablement victimes d'abus. Et vous ne voyez ni l'ONU ni personne ailleurs défendre ces femmes. Tout ce dont on entend parler, c'est, vous savez, Harvey Weinstein et les stars d'Hollywood. Eh bien, même si je pense que ce qui est arrivé à ces femmes à Hollywood est horrible, on ne peut pas comparer cela aux femmes qui se font abattre dans la rue parce que leur visage est découvert. Eh bien, c'est tout un système d'apartheid de genre. C'est fou ce qui se passe là-bas. Je veux parler de Gaza, car nous avions convenu d'évoquer chaque semaine une histoire qui ne fait pas les gros titres, et Gaza en compte beaucoup. Eh bien, de toute cette région, mais surtout de Gaza. Et cette semaine, nous avons vu que le Hamas est censé céder le contrôle d'une manière ou d'une autre, dissoudre quelque chose dans la bande de Gaza, afin d'avancer dans le cadre de cette initiative du Conseil de la paix, le cessez-le-feu, le genre de cessez-le-feu qui est en cours. Je ne suis pas convaincue par cela, évidemment. Je pense que c'est une manœuvre complète pour que le Hamas se donne une nouvelle image. Ils n'abandonnent pas les armes. C'est un peu le signe qui ne trompe pas. Ils ont affirmé qu'ils ne rendront pas les armes, violant totalement les conditions du cessez-le-feu proposé par Donald Trump. Ruti, quel est ton avis là-dessus? Est-ce une avancée ou est-ce que c'est n'importe quoi? C'est complètement absurde. Tant qu'ils contrôlent les armes, tout le reste, c'est du pipeau. Parce qu'ils disent, très bien, laissez quelqu'un d'autre s'occuper de la collecte des ordures et des impôts, ou peu importe quoi. Les services municipaux, la vie civile. C'est encore mieux pour eux de contrôler les armes et de trouver comment construire plus de tunnels et comment tuer plus de gens. Non, c'est un mensonge complet. Et appeler ce qui se passe à Gaza le Conseil de la paix, c'était vraiment aussi, vous savez, encore une fois, au Moyen-Orient, quand vous entendez le mot paix, il vaut mieux se méfier, d'accord? Donc oui, je dirais que la seule raison d'être optimiste que j'ai, c'est celle-là. Nous voyons qu'il faut dissuader le Hamas. Jusqu'à présent, en tout cas, parce que nous n'avons pas eu de roquettes et et Israël contrôle, je dirais, 60% du territoire. Et si Israël ne recule pas, et vous savez, tient bon sur ce qu'il doit faire chaque fois qu'un terroriste relève la tête, alors nous serons plus en sécurité qu'avant. Nous sommes déjà plus en sécurité que nous ne l'étions le 6 octobre 2023. Mais encore une fois, vous savez, ces rêveurs occidentaux qui croient qu'il suffit de créer un système dans lequel vous avez les modérés. Il n'y a pas de modérés palestiniens au sein de l'autorité palestinienne. C'est l'autorité palestinienne qui a élevé ses enfants pour qu'ils deviennent des membres du Hamas et qui paient leurs allocations lorsqu'ils tuent des juifs, des chrétiens et des musulmans considérés comme infidèles. Donc, bien sûr, je n'ai aucune confiance en cela. Eh bien, concernant la frontière, ils évoquent actuellement des zones pilotes dont Israël se retirerait, suivant le modèle de l'accord libanais. La différence, c'est que le Liban a un État souverain entier censé faire respecter cela et une armée censée faire respecter cela. D'ailleurs, pas la nôtre. Je parle de l'armée libanaise. Que se passe-t-il à Gaza? Et selon eux, qu'est-ce qui va se passer avec cette proposition? Pour moi, c'est complètement illusoire. Eh bien, je pense que le Conseil de la paix est important parce que nous avions besoin d'une sorte d'organisme international aligné sur l'Occident. L'ONU est tellement corrompue que c'en est juste ridicule. Franchement, c'est une blague. L'UNRWA, il y avait des membres de l'UNRWA qui ont participé aux attaques du 7 octobre et qui ont retenu des otages.
Et en fait, l'UNRWA est essentiellement l'incendiaire et le Hamas était le feu. Donc, je pense que quelque chose comme ça devait être mis en place simplement pour établir un plan à long terme afin de gérer et de déradicaliser les personnes là-bas. Mais je pense que c'est quelque chose qui prendra des années. Oui, absolument. Il n'y a pas de solution facile ici. Oui, je pense que tu as soulevé un point vraiment intéressant. Cependant, c'est qu'il y a l'aspect concret, que je trouve absurde et je pense qu'ils ne réussiront dans aucune de ces tentatives. Mais il y a aussi une question d'image. Et c'est un point intéressant parce que, d'une certaine manière, le Conseil de la paix retire du pouvoir à l'ONU. Et cela leur retire aussi l'accès à Gaza, ce genre de monopole qu'ils avaient pour faire toutes les choses absurdes que l'UNRWA et d'autres agences de l'ONU faisaient à l'intérieur de Gaza, en travaillant avec le Hamas, en collaborant avec des organisations terroristes, en leur offrant une couverture, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles pour eux. Donc, à cet égard, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste insuffisant. Bellamy, qu'en penses-tu? Bellamy, que penses-tu du Conseil de la paix? Eh bien non, je veux dire, j'adore l'idée de ce que représente actuellement le Conseil de la paix. Et je pense que, comme tu viens de le dire, ça met presque en lumière l'illusion du jeune Africain Kwasi Oko, qui court partout avec un acteur payé déguisé en mouche des années 90. C'est ça le rêve que les gens pensent encore que les Nations unies représentent. Et ça n'a rien à voir avec tout ça. Je suis sûre qu'en Afrique, un enfant court encore partout sans que personne ne sache ce qu'il est devenu, pendant que tu dépenses tout chez Starbucks avec une Smart Water à 99 centimes sans vraiment savoir où cet argent est allé. Tu sais vraiment où il est allé? Non. Alors, quand il s'agit du Conseil de la paix, au moins j'ai assez de respect pour les hommes qui ont même pu venir sur une plateforme depuis des pays très controversés et qui l'ont toujours été. Anti-Occident, et donc politiquement et de toutes les manières possibles, ils penchaient presque vers le terrorisme. Si, vous savez, ils vont céder au terrorisme et serrer la main des terroristes. Mais maintenant, quand vous avez vraiment l'occasion de vous éloigner d'eux et de dire « D'accord, laissez-moi, levons le voile », qui êtes-vous? Donc, nous, je ne sais toujours pas ce qu'est le Conseil de la paix. Je trouve que tout le monde est très beau sur la photo, mais j'attends toujours. Mais quand il s'agit de Gaza, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée. Presque pas seulement comme un pansement, mais le voile est levé. Et pour ceux qui choisissent de continuer à vivre derrière, bonne chance. Je ne sais pas si cela peut vraiment fonctionner sans la coopération totale de l'IDF, ce qui aliénerait certaines des personnes qui soutenaient jusque-là cette idée. Donc, je ne sais pas, je ne vois vraiment pas comment cela va se passer sans, vous savez, ils essaient de constituer une force internationale ou peu importe. On a vu à quel point elles sont efficaces. On l'a vu au Liban avec la finule après des milliards de dollars des contribuables américains. Et on l'a vu avec d'autres forces internationales de maintien de la paix et dans d'autres conflits. Je n'ai pas beaucoup confiance en cela et j'espère me tromper. Comme pour la plupart des choses récemment, je serais ravie de me tromper. Mais il faudra voir. Je veux dire, je suppose qu'on devra simplement voir comment ça évolue. Je ne suis pas très optimiste, mais il y a clairement des développements intéressants là-bas. Mais je veux passer à notre rubrique des salauds et des héros, notre segment le plus populaire ici au Quad. Et je sais qu'on commence avec les salauds comme d'habitude, mais je sais que Daniel a un salaud très spécial pour nous aujourd'hui. Vas-y, Daniel. Sonny Austin a récemment révélé que voir le drapeau américain la met mal à l'aise. Mais un drapeau qui ne semble pas la mettre mal à l'aise, c'est le drapeau palestinien. J'ai dit qu'il y a des moments où j'entre dans une communauté et je vois des drapeaux américains partout et soudain je me sens en insécurité. Passons en revue. Sonny a affirmé que la radicalisation pro-Hamas des universités de l'Ivy League américaine n'était simplement que des manifestations anti-guerre, pendant que les jeunes se déguisaient en djihadistes et scandaient « Révolution anti-Fatah » pendant 2 ans. Elle a défendu Javier Bardem pour avoir déclaré « Palestine libre » aux Oscars. Elle s'est opposée à la détention et à la prochaine expulsion de Mahmoud Khalil. Elle s'est même opposée aux États-Unis et à Israël qui ont neutralisé la capacité nucléaire des gardiens de la révolution islamique pendant la guerre de 12 jours. Elle voulait que tout le monde le sache. Le Hamas a finalement rendu le corps de Sherry Bibas, comme si le problème était le moment où le corps était restitué à Israël contre rançon.
Au lieu de parler du fait qu'elle et ses bébés ont été enlevés et assassinés de sang-froid. Avec Sonny, il y a un examen juridique constant et disproportionné de Benjamin Netanyahou, mais très peu pour le Hamas, le Hezbollah et la République islamique. Elle a même affirmé que les femmes en Iran vivant sous la loi de la charia ont la vie plus facile que les Afro-Américains. Elle a réellement dit cela en tant que multimillionnaire à la télévision. À un moment donné, j'ai commencé à me demander, est-ce que Sonny Austin fait cela intentionnellement? Oui, c'est son travail de promouvoir un agenda idéologique pour démoraliser le public américain. Que ce soit intentionnel ou non, l'effet est le même. Les téléspectateurs sont encouragés à se méfier de l'Amérique, à se méfier d'Israël et à voir l'Occident comme le principal coupable. Et si les Américains étaient heureux, en sécurité, allaient à l'église et à la synagogue, menaient des vies spirituelles épanouissantes, ils ne regarderaient pas The View. Accro à la panique morale, à l'hystérie et au stress que Sonny Austin déchaîne sur eux. Et elle serait sans importance. Bien joué. Je veux dire, je pense que toutes, enfin pas toutes, Mélissa ça va, mais The View est mauvaise. D'accord, oui. Que peux-tu attendre de quelqu'un dont le père aurait possédé des esclaves? Quoi? De quoi tu parles? L'une de ses arrière-grand-mères? Ouais, c'était elle. Ancêtre pauvre. Père, Quelques générations. Quelque chose dans une famille qui aurait possédé des esclaves. Il y a vraiment quelque chose qui cloche là. Elle a aussi un grand-père qui était juif, ce qu'elle mentionne également. Ils adorent faire ça, oui. Ils font ça. J'ai aussi des amis noirs. Oui. Oui, exactement. Exactement. Bellamy, qui est ton salaud cette semaine? Ma réponse, c'est Rokana, qui était en Israël et s'est rendu en Cisjordanie. Et peu importe ce que vous voulez dire sur les colons qui sont sortis et l'ont détenu, soi-disant, et l'idée de devoir prendre leur parti, c'est comme ça qu'il a utilisé cela contre Israël. Je dois quand même demander, est-ce qu'il est venu ici délibérément pour mettre en lumière ce que c'est et ce que cela signifie d'être au Moyen-Orient? Est-ce que c'est quelqu'un qui montre les deux points de vue ou quelqu'un qui vient simplement ici pour faire de la propagande en repartant aux États-Unis? En tant que personne pro-Palestine et anti-Israël. Et je me suis dit, tais-toi, prends du recul, ne fais rien, ne dis rien. Et puis j'ai commencé à voir des vidéos de lui qui apparaissaient dès qu'il est rentré aux États-Unis, où maintenant c'est sa tribune. Il parle de ses voyous et du mal qu'il pouvait voir dans les yeux de ce jeune de 20 ans et de ce jeune de 21 ans. D'accord, Sababa, il y avait un problème. Les gens devraient être tenus responsables de leur mauvais comportement. Tu vas constamment appeler les colons d'une certaine façon, les diaboliser et tout le reste. Mais maintenant, tu es allé plus loin et tu as déshumanisé les Israéliens. Tu as déshumanisé les Israéliens, des personnes qui, qu'elles aient raison ou tort, tu n'as jamais fait ça à tout un peuple. Et ensuite, utiliser ta race ou ta couleur de peau pour dire qu'en tant que personne de couleur, c'est vraiment la première fois que je me suis sentie ainsi en tant que personne de couleur. Je paraphrase, désolé quoi, tu es démocrate pour commencer. Donc, tu coches toutes les cases de tout ce qui va t'aider pour ta candidature présidentielle en 2028. Alors, bravo à toi pour être l'une des meilleures crapules et va pleurer ailleurs. La prochaine fois que tu voudras savoir ce que ça fait d'être une personne de couleur, rappelle-toi que tu étais en fait dans un endroit où tu n'étais pas la minorité. Tu as compris? Non. C'est aussi intéressant parce que tout le scandale est survenu parce qu'il a délibérément organisé avec uniquement une organisatrice palestinienne afin d'orchestrer ce genre de drame. La guide palestinienne les a volontairement menés dans cette zone où ils ont été arrêtés. C'est une zone militaire interdite à tous civils, israéliens ou palestiniens, sauf s'il est militaire. C'est donc la vraie raison de leur interpellation. Je désapprouve totalement le comportement des colons et le condamne. Cependant, dans ce cas précis, ils ont été arrêtés parce qu'ils attendaient l'arrivée de la police, car la guide touristique, et cela vient directement de la police d'ailleurs, avait fait cela à plusieurs reprises. Donc, il était connu pour faire ce genre de provocation afin de causer des problèmes. Il leur a fallu environ 90 minutes pour arriver. Personne n'a été détenu. D'accord? Personne. Et personne n'a été arrêté non plus. Après 90 minutes, la guide touristique a reçu un dernier avertissement de la police pour ce genre d'activité, puis ils ont continué leur chemin.
Donc tout le cirque que Rokan a mis en avant est tout simplement ridicule. Je veux dire, c'est évident qu'il essaye de faire campagne d'une certaine manière et c'est dégoûtant qu'il quitte notre pays avec ça. Il y a tellement de communistes d'extrême gauche, comme des politiciens et des influenceurs, qui font ça, qui partent dans ces petites tournées de propagande avec des Palestiniens en Cisjordanie et inventent toutes ces histoires et provoquent des problèmes. Ou alors, ils iront dans l'endroit le plus chrétien, comme la zone la plus sûre juste de l'autre côté du mur, à Bethléem. Et ils essaient de faire croire que tout est magnifique là-bas. Et c'est comme, est-ce que tu veux aller à Naplouse ou à Jénine, là où tous les djihadistes ont une énorme infrastructure terroriste? C'est fou. Ouais. Oui. Aussi, le mot détenu fait écho à l'interview de Tucker Carlson avec l'ambassadeur Mike Huckabee à l'aéroport Ben Gurion. Tu es détenu. Ils ont pris mon passeport, peu importe ce que c'était. Il a dit n'importe quoi. On prend toujours mon passeport quand j'y vais. Oppression. Détenu. Oui, je veux dire, tu sais, Tu es venu pour faire l'entretien et même pas entrer en Israël. Quel est le problème? Exactement. détenu. Détenu. Eh bien, Ruti, qui est ton salaud cette semaine? D'accord. Donc, en parlant des démocrates qui essaient de se présenter aux élections ou de devenir chef du Parti démocrate, une autre personne qui n'a probablement aucune chance, Rahm Emanuel, ancien maire de Chicago, ancien ambassadeur des États-Unis au Japon, ancien chef de cabinet de l'administration Obama. Rahm Emanuel, tout d'abord, tu es une ordure. Et pour utiliser les mots du président Trump. Parce que tout d'abord, tu utilises le fait que ton père était israélien et qu'il a combattu lors de la guerre d'indépendance d'Israël comme couverture pour tes attaques contre Israël, qui frôlent l'antisémitisme. Et tu es venu à l'université de Tel Aviv pour prononcer un discours dans lequel tu as dit qu'Israël est un paria sur le plan territorial. Et tu as attaqué le Premier ministre Netanyahou de façon virulente. Le Premier ministre Netanyahou a fait le premier au détriment du second. Et en conséquence directe, le soutien à Israël s'effondre partout dans le monde. Vous avez perdu l'Europe, votre plus grand partenaire économique et marché. Vous êtes scientifique, vous êtes exclu des conférences internationales et des réseaux de recherche. Vos artistes et universitaires sont exclus des expositions et des réunions. En 2022, 55% des Américains avaient une opinion favorable d'Israël. Aujourd'hui, ce chiffre est de 37% et il continue de baisser. Et parmi les jeunes, tant en Amérique qu'en Europe, l'avenir de ces deux continents, c'est encore plus bas. Le seul gain diplomatique que vous avez obtenu au cours des 3 dernières années, c'est le Somaliland. Comme disait ma grand-mère, vous avez perdu l'Amérique et l'Europe, mais gagné le Somaliland. Quelle affaire! Mais le plus drôle, c'est que c'est la plus grande ironie. Vous êtes monté sur scène et vous avez dit « Je vais dire quelque chose que vous n'allez peut-être pas aimer entendre ». Vous plaisantez? L'université de Tel Aviv, ils adorent entendre ça. Vous parlez d'universitaires de gauche, de l'aile gauche. Vous saviez que vous alliez recevoir un accueil chaleureux dans ce lieu. Alors ne me racontez pas des histoires sur le fait d'être courageuse pour dire quelque chose. En plus, vous avez décrit des relations entre Israël et les États-Unis qui n'ont jamais existé. Il a dit qu'il était temps que les États-Unis arrêtent de soutenir Israël quoi qu'il arrive. Chaque président a simplement suivi Israël aveuglément. C'est absurde. Ça n'a jamais été comme ça. Même pas avec Trump. Alors, tu sais quoi? Va au diable. Non, bien dit. Je ne conteste pas un mot de ce que tu as dit. Je voulais que ce soit mon salaud. Eh bien, oui, il est une cible facile. Son discours s'adressait à J Street. Oui. C'était pour l'establishment juif démocrate qui lit encore le New York Times, qui croit encore, tu sais. Qu'il existe une solution à 2 États? Ouais. Non, il a dit une solution à 23 États, puis il a continué à décrire quelque chose qui ressemblait un peu aux accords d'Abraham. Je veux dire, le gars. Bien sûr, vous savez, un État palestinien à côté de cet État, de cet autre État et des États de la Ligue arabe. Le point, c'est que c'est du grand n'importe quoi. Et le plus triste, tout comme avec Ro, notre ami Ro là-bas,
c'est que le climat culturel et le Parti démocrate sont tellement radicalisés. La seule chose qui les unit tous, c'est d'être anti-Israël. Et l'idée que si tu veux percer aux primaires ou, tu sais, peut-être avoir une chance en 2028 de devenir présidente, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Eh bien, je pense qu'ils établissent que c'est ce qu'il faut faire, ce qui est un précédent vraiment stupide. Et aussi, si tu regardes Rahm Emanuel et Ro Khanna, ils sont tous les deux insignifiants, d'accord? Rahm Emanuel n'est pas candidate à la présidence. C'est absurde que la chaîne 12 ici lui ait même accordé une interview. Ce type a, selon les sondages, entre 0,01 et 1% d'approbation. Il n'est même pas dans le top 10 des candidates. C'est absurde. C'est absurde. Et on a en quelque sorte encouragé ça en lui permettant de faire comme s'il était candidate à la présidence. C'est ridicule. Oui, absolument ridicule. Globalement, je trouve juste que c'est très triste que le Parti démocrate en soit arrivé au point où ces candidates qui ne savent rien et qui sont largement hors de l'équation, pensent que c'est comme ça qu'il faut lancer leur campagne. C'est de la folie. Mais mon salaud de la semaine, c'est l'influenceur connu pour ce qu'il appelle l'optimisation de l'apparence, streamer en fait, qui se fait appeler Claviculaire. Je crois que son vrai nom est Braden Peters. Et c'est un personnage qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé en Israël ces derniers jours, malgré le fait qu'il y a 6 mois, il jouait à faire le salut hitlérien dans un club à Miami. Aux côtés d'Andrew et Tristan Tate, Nick Fuentes et plusieurs autres antisémites notoires, dont Stinko. Oui, ce n'est vraiment pas une bonne personne. Ce n'est pas une bonne personne. Toute son identité et sa marque sont construites sur l'automutilation, y compris se frapper le visage avec un marteau pour affiner ses os ou utiliser de la méthamphétamine pour atteindre le poids qu'il souhaite avoir. Je crois qu'il y a quelques mois, il a même fait une overdose. Il fait aussi face à de nombreuses accusations criminelles. Il a été inculpé et a plaidé coupable d'avoir tiré à plusieurs reprises sur un animal en direct lors d'un live. Apparemment, l'animal était déjà mort, mais il faisait ça pour les likes et les vues, comme le font souvent ces streamers. Et puis, les infractions les plus graves auxquelles il a été associé, il a des accusations criminelles pour agression et coups et blessures sur 2 femmes différentes. Et puis, il a aussi un procès en cours intenté par une jeune femme qui a maintenant 18 ans, mais une jeune fille de 16 ans qui l'aurait soi-disant droguée en direct lors d'un live lui aurait injecté une sorte de solution brûle-graisse et de la méthamphétamine, selon ce qu'allègue la plainte. Et il l'aurait aussi soi-disant saoulée et violée. Donc, il y a ça aussi. Et on pourrait penser qu'avec tout ce passé, cette personne ne devrait peut-être pas, mais alors vraiment pas, être soutenue par des voix pro-Israël. Mais vous auriez tort. Parce que cette semaine, lorsqu'il était ici en Israël, il y a eu une petite poignée, une minorité, mais tout de même quelques voix pro-Israël, qui ont décidé qu'il était absolument nécessaire de lui parler, de le rencontrer et de participer à ses diffusions parce que cela permettrait d'atteindre de nouveaux publics. Et il a tellement d'abonnés. Alors pourquoi ne pas se rapprocher de lui et devenir sa meilleure amie? Parce que c'est un nazi impénitent qui ne s'est absolument jamais excusé. Donc la question de savoir pourquoi il est même dans ce pays est un tout autre sujet. On pourrait en débattre longuement. Mais regardez cette situation, observez cet individu et la façon dont il parle des femmes, des autres minorités, de la communauté noire aux États-Unis, c'est révoltant. Et vous piétinez vos propres valeurs en vous alignant avec cet individu. C'est un vrai salaud. Il devrait quitter ce pays s'il ne l'a pas déjà fait. Nous ne voulons pas de vous ici. Nous ne vous aimons pas. Nous ne partageons pas vos valeurs. Vous ne vous êtes jamais excusé pour rien. Et toute cette comédie où vous prétendez simplement vouloir visiter Israël pour montrer que c'est un endroit formidable, cet endroit est diversifié avec beaucoup de jolies filles, c'est tout ce qui vous intéresse. On n'y croit pas, on sait exactement qui vous êtes, on a bien vu qui vous êtes et on ne veut pas de vous ici. Au revoir. Voilà mon salaud de la semaine. Amen. Je pourrais continuer plus longtemps. Mais c'est fou, il y avait aussi tellement de manipulation en arrière-plan. Oui. Et je pense que je veux juste dire ça au peuple juif. On utilise les 3 semaines comme excuse pour balayer tout sous le tapis. On ne devrait pas se battre entre nous. Au contraire, pourquoi est-ce qu'on se bat entre nous? Le problème vient de chez nous. Donc, nous devrions nous regarder nous-mêmes. Nous devrions faire notre examen de conscience parce qu'il y a une raison pour laquelle nous sommes en période de deuil en ce moment.
Si nous pensons réellement ce que nous disons, nous apportons tant de lumière que le Beit Hamikdash sera reconstruit. Il faut faire notre examen de conscience. Parce que si ce sont les valeurs et les principes que nous avons en déroulant le tapis rouge pour des personnes comme ça, nous sommes notre propre problème en ce moment. Absolument. Beaucoup de gens ne le savaient sans doute pas. Je l'ignorais aussi. Je croyais juste que c'était un type louche sans avoir ces informations. Je pense que beaucoup de gens pensent ça. Ils ne réalisent pas à quel point ces accusations contre lui, ces actions passées sont vraiment graves. Mais en réalité, dans certains cas, surtout avec certains influenceurs associés à lui, nous les avions prévenus à l'avance et ils étaient informés. Il y a eu des discussions à ce sujet. Et ils ont choisi de s'associer publiquement à cette personne. D'ailleurs, lors de ses diffusions en direct, pendant qu'il était ici, en Israël, il dénigrait et manquait de respect aux femmes israéliennes. Il faisait des blagues sur leur corps, sur leur taux de graisse corporelle, sur le fait qu'ils soient bas ou élevés, et sur le fait qu'il voulait coucher avec elles pendant 5 secondes dans une salle de bain. Je veux dire, c'est révoltant. Je n'arrive pas à y croire. Je pense que certaines personnes n'arrivent même pas à comprendre à quel point beaucoup de ces influenceurs façon American Psycho sont sociopathes. Comme ces personnes qui ont construit ce monde étrange et insensé où tout tourne autour des clics et qui font ces choses abominables. C'est littéralement, pour moi, comme tu le décris, j'imagine Christian Bale dans American Psycho comme un de ces beaux sociopathes. Et ils ont profité du fait que la société est devenue toxique, répugnante et moralement abjecte. Je crois que certains ne peuvent même pas comprendre. Oui. Ils ne croient même pas que c'est vrai. C'est difficile à croire et vraiment choquant. Si on me l'avait simplement dit sans que je fasse mes propres recherches, j'aurais aussi réagi en pensant « D'accord, mais qu'est-ce que ça signifie? Les gens disent tant de choses aujourd'hui. Non, c'est vraiment aussi grave que ça. » Eh bien, avant de conclure, évidemment, nous devons parler de nos héros. Je suppose que je vais commencer. J'ai un héros particulièrement bouleversant cette semaine qui mérite vraiment beaucoup plus d'honneur que d'être simplement le héros de la semaine. Mais la sénatrice américaine Lindsey Graham est malheureusement décédée très soudainement. Nous n'en connaissons pas encore tous les détails, mais il s'agirait apparemment d'une maladie soudaine. Je crois qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque. Mais Lindsey Graham a toujours été une voix forte, passionné et inébranlable, vraiment pour tout l'Occident. Il a été fantastique sur la question de l'Ukraine depuis le premier jour. Il a défendu sans complexe l'État d'Israël, vous savez, avant le 7 octobre et après le 7 octobre. À chaque étape, il a été une voix clé pour demander des comptes à la Maison-Blanche, à l'administration, avec bienveillance et soutien, mais aussi avec fermeté, sans jamais renoncer à ses valeurs. Et je pense que, surtout, ce qui lui a valu le surnom d'Amou Lindsey, ce qui signifie Oncle Lindsey auprès de la communauté iranienne, c'est qu'il a été la voix la plus en vue au Congrès américain pour le peuple iranien. Il a soulevé cette question plus que tout autre membre du Congrès américain. Il a été extrêmement franc en ce qui concerne le dialogue avec la communauté irano-américaine et la défense de leurs préoccupations, que ce soit auprès du président des États-Unis ou de tous ceux qui se situent à des échelons inférieurs. Il a été très lucide sur la République islamique d'Iran, sur notre façon de traiter avec elle, ce qu'il faut éviter, notamment les accords, et sur la nécessité de vaincre ce régime définitivement. Je suis donc désolée qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour le voir, mais son travail ne passe pas inaperçu. Il laisse un héritage immense et nous continuerons à faire vivre cet héritage et à défendre des États-Unis forts et en sécurité, un Israël fort et sécurisé, une Ukraine forte et sécurisée, à lutter pour les démocraties partout dans le monde et, bien sûr, pour un Iran libéré. Alors, Lindsey Graham, tu es mon héros de la semaine. Repose en paix. Bel ami, qui as-tu pour nous? Le mien est un peu tordu, et je dis ça parce que ces mots sont sur le point de sortir de ma bouche. L'Égypte et la Turquie. Oui, bien sûr, nous sommes chez les héros. Oui, mais ce sont mes héros. Et pourquoi? C'est à cause de leur constance. Ils t'ont dit qui ils sont. Ils continueront à te dire qui ils sont. Et ils sont très constants, un pied devant l'autre, sans s'arrêter. Alors, à tous les queers pour la Palestine, quand vous êtes tous montés à bord du paquebot pour partir, écoutez Patty Lupone vous dire à quel point c'est merveilleux pour tous les voyages que vous allez vivre, de petits ports au Moyen-Orient.
Rien ne vous a traversé l'esprit pour vous dire « Attendez, peut-être qu'on ne nous laissera pas entrer, mais non. » Ils vous l'ont dit et ils ont dit « Oui, non, merci. » Et vous avez répondu « Ce n'est pas grave. » Nous allons maintenant aller en Égypte, n'est-ce pas? Nous sommes tous contrariés que ce soit des gens sur, vous savez, une flottille à plusieurs niveaux, comme je l'appelle à ce moment-là. Nous irons en Égypte. L'Égypte dit alors non. Donc, en interne, toutes ces personnes adorables qui détestent tellement Israël ne s'opposent ni au régime, ni à la confrérie, ni au Hamas. Non, ils redoublent d'efforts en blâmant Trump et l'administration. Et la façon dont le monde a changé en interne aux États-Unis, c'est ce qui a permis que cela se produise pour eux dans les eaux internationales. Non, on appelle ça le Moyen-Orient. Et nous continuons de vous dire qu'il y avait un seul endroit où vous pouviez accoster là-bas. Il y a un seul endroit où vous pouviez être vous-même. Il y a un seul endroit où vous auriez dû venir, et c'est Israël. Mais il est tellement important pour vous de détester Israël. Alors, j'espère que vous avez tous apprécié de vous saouler et de vous énerver et d'écouter Nana Patti Lupone vous chanter une berceuse tout en vous disant à quel point vous êtes formidable de vous dresser contre tout ce qui est contre vous et ce qui finira par vous détruire. Merci l'Égypte et merci la Turquie. C'est typiquement égyptien, comme nous le voyons à la Coupe du Monde. Rien n'est jamais de leur responsabilité. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Messi, le sioniste, les Argentins sont des Juifs, les arbitres sont des Juifs, tout le monde est juif. Daniel, qui est ton héros cette semaine? Mon héros cette semaine est le Premier ministre de Croatie, Andrej Plenković. Je suis en fait citoyen croate. Je suis binational, mon grand-père était croate. Mon père était aussi citoyen. Je voulais simplement lui rendre hommage. C'est l'un des dirigeants les plus pro-israéliens d'Europe. Il a vraiment soutenu Israël et il continue de le faire. Le Parlement croate a refusé de reconnaître un État palestinien parce qu'ils ne veulent pas récompenser l'enlèvement et le meurtre. Et n'est-ce pas rafraîchissant que, en fait, la création d'un État devrait être négociée par la diplomatie et non par des massacres et des prises d'otages. Alors, merci beaucoup au Premier ministre de Croatie. Vous m'avez rendu tellement fier d'être citoyen croate. Aussi parce qu'en Croatie, nous accordons vraiment beaucoup d'importance au catholicisme. Donc, l'idée que tous nos lieux saints, comme l'église du Saint-Sépulcre et le tombeau de Marie, l'idée que nous serions du côté des gens qui veulent détruire tous nos lieux saints, le peuple croate n'accepte pas ça. Et ce n'est vraiment pas dans l'ADN des Balkans d'être nazi. La Croatie, ce sont leurs pêcheurs et leurs agriculteurs et vous savez, ce sont vraiment des gens bien équilibrés, des gens simples et honnêtes. C'est pareil en Serbie. Et donc, je voulais simplement le remercier énormément. C'est un très bon héros. Oui. Oui, c'est vrai. C'est un héros formidable. Je me demande si j'aurais dû en faire mon héros ou mon salaud, mais je parle de la vidéo d'Anna Kasparian sur les Bosniaques et les Herzégoviniens. Je voulais te demander, est-ce qu'ils sont comme ça en Bosnie ou devrais-je demander est-ce qu'ils sont comme ça en Herzégovine? Parce qu'apparemment, ce sont deux États différents. Qui s'unissent pour faire du sport. N'est-ce pas? Oui, c'est ainsi que marche la Coupe du Monde. Totalement. Ruti, qui est ton héroïne? D'accord. Avant de te dire qui est mon héroïne, je veux aussi expliquer pourquoi il est si difficile de trouver des héroïnes et si facile de trouver des salauds chaque semaine. D'accord, mon héros, c'est Flavio Bolsonaro. Il se présente pour devenir président de Brésil. Et l'élection a lieu en octobre, vers la fin octobre, tout comme les élections israéliennes qui approchent. Lui, contrairement au président actuel, Lula da Silva, qui est totalement anti-Israël et pro-État palestinien, il reconnaît l'État palestinien. Il a dit qu'Israël avait commis un génocide à Gaza. Il a dit toutes les choses habituelles et répugnantes. C'est un socialiste, c'est une ordure. Et voici Bolsonaro, qui est l'un des fils de Bolsonaro, qui a également été président du Brésil à 2 reprises. Donc, il a donné une interview. Flavio a donné une interview cette semaine à la chaîne 14 d'Israël. Et il était tellement charmant et tellement joyeux. Et il a dit
Je soutiendrai toujours Israël. Et si je suis élu, non seulement je déplacerai l'ambassade à Jérusalem, mais j'élargirai aussi notre coopération avec Israël de toutes les manières possibles. Rétabliriez-vous complètement les liens diplomatiques et militaires du Brésil avec Israël? Je ne vais pas simplement réagir à ces relations, mais je vais les développer. Êtes-vous donc toujours déterminé à déplacer l'ambassade du Brésil à Jérusalem? Oui, dès le début du gouvernement, dès que possible, je compte poursuivre ce que le président Jair Bolsonaro a commencé. Eh bien, c'est incroyable à voir et il semble qu'il y ait une sorte de renaissance qui se produit en ce moment en Amérique latine, un petit peu. Ce n'est plus seulement l'Argentine. Tous ces pays changent de cap, ce qui est très positif, vraiment à leur avantage. C'est l'une des raisons pour lesquelles il m'est difficile de trouver un héros. Et je vais vous dire pourquoi. Je trouve que c'est vraiment triste que, quand quelqu'un fait ce qu'il faut, on l'appelle un héros. Maintenant, il y a de vrais héros. Il y a des héros de guerre. Des personnes risquent leur vie dans des bâtiments en feu pour sauver d'autres. Ce sont des héros. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un défend quelque chose de juste, qui devrait être évident, on est obligé de l'appeler un héros. Et c'est pour ça que je me sens mal à l'aise avec ce terme. Et pourtant, il y a tellement de salauds. Oui. Très vrai, c'est un excellent point. Il arrive qu'on vienne au studio pour tourner et qu'on se demande « Qui sera mon héros ?» Oui, tu as raison. C'est un monde cruel, là-dehors. C'est vrai, mais nous faisons de notre mieux pour le rendre plus positif. On est là les uns pour les autres. Oui. Nous devons conclure. Merci à tous d'avoir regardé The Quad sur JNS. Comme toujours, nous reviendrons la semaine prochaine.